Donc je suis ravie de prendre la suite de la conférence de Madame Lailidor, puisque on a parlé de calligraphie et maintenant on va faire un très grand pas de côté, puisque je vais vous emmener dans le Japon des années 80. Je me suis présentée ce matin, mais je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Émilie Rigaud et je fais une thèse actuellement sous la direction d'Emmanuel Lausanne à l'IFRAE. Et le sujet est évidemment la typographie japonaise tout au long du XXe siècle, enfin des années 60 à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur la fin des années 70, début des années 80, et vous parler des premières fontes numériques. Alors c'est une période qui est passionnante à mon sens parce que on a tous en tête les premiers ordinateurs personnels, on en a eu pour des gens comme moi ou on en a vu pour des gens plus jeunes, et on se souvient que la mémoire ou les capacités de stockage des disques durs étaient très limitées, l'affichage écran était lui aussi très limité, hein, on était très loin des Retina auxquels on est habitué aujourd'hui. Et ces contraintes très fortes m'intéressent puisque le design fait toujours malgré les contraintes, ou devrais-je dire plutôt avec les contraintes, puisqu'elles peuvent être créatrices de formes nouvelles. C'est vrai dans le design en général, et on va le voir dans le design de police de caractère en particulier. Alors j'aimerais commencer par le visionnage de 2 publicités pour la marque NEC, Nippon Electric Company, qui faisait d'abord dans les télécommunications et qui est ensuite devenu leader au Japon pour les ordinateurs au tout début des années 80. またしても進歩は NEC からデジタル深夜見ましたかパソコンが言葉を持ったまた差をつけてごめん PC6001 Mark II 飛び抜けて新登場 Voilà, j'en ai une deuxième pour le plaisir. C&C クリエイティブライフ新しい NEC の PC8801 M2 は裏表のない大人を作ります。豊富なソフトでビジネステキパキ、仕事で打てば仕事の達人、多彩な機能で趣味もあれこれ、遊びで打てば遊びの達人、仕事が広がる遊びが広がる NEC の PC8801 M2 は大人のパソコン Voilà. Donc on voit dans la première pub cet homme ébloui par l'arrivée de l'ordinateur sur fond d'espace. Beaucoup de pubs de cette époque mettent des choses dans l'espace, évidemment. Et cet homme demande à l'auditoire « Est-ce que vous avez déjà vu des caractères numériques ?» Et ensuite, la voix off de dire « Les ordinateurs utilisent des mots désormais. » Et on voit donc ces sinogrammes, ces kanji en pixels et même en couleur après qui arrivent sur les écrans d'ordinateur. Il faut savoir que le Japon, à cette époque-là, à la fin des années 70, était à la pointe de la technologie. Le tout premier ordinateur Apple sort en 1977 aux États-Unis et les premiers ordinateurs japonais, personnels japonais, sortent à peine un an plus tard, avec en plus une meilleure résolution d'écran, puisqu'il faut pouvoir afficher les caractères japonais, et comme on l'a vu, voilà, c'est des caractères qui sont complexes, donc il faut une résolution suffisante. J'ai lu aussi que le son était également meilleur. Enfin bref, voilà. Donc les ordinateurs japonais, c'est quelque chose. Et on a tous eu, pareil, des appareils japonais chez nous pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90. Moi, je me souviens du magnétoscope de marque Akai qu'on avait chez nous. Et donc, le Japon, grâce à toutes ces exportations, vient taquiner le numéro 1 mondial qui est les États-Unis à l'époque et qui voit le Japon arriver comme une menace, même pour sa position de leader. Et à l'époque, dans les années 80, on imaginait le Japon prêt à dépasser les États-Unis sur le plan économique. On a d'ailleurs un livre qui est paru en 1979 qui s'appelle Japan as Number One et qui a été écrit par Ezra Fogel, qui présente les différents points où le Japon réussit pour présenter aux États-Unis ce que les États-Unis pourraient éventuellement apprendre du Japon, avec un dernier chapitre qui s'intitule « Lessons can a Western nation learn from the East ?» Donc à l'époque, les États-Unis se demandaient si on avait quelque chose à apprendre des autres. Alors à l'époque, le modèle d'entreprise à la japonaise, c'est celui qu'on a vu dans la deuxième publicité que je vous ai montré, c'est-à-dire l'homme qui a un emploi à vie, ce qu'on a appelé le salaryman japonais, hein, qui va travailler tous les jours dans la même entreprise en costume, avec donc désormais un ordinateur, et un ordinateur qui peut servir à la fois à travailler
D'après la publicité, l'ordinateur élargit les possibilités de travail. Et on voit à la fin les mêmes hommes beaucoup plus détendus, habillés avec des petits sweatshirts à la place de leur costume, et qui disent que l'ordinateur étend aussi les possibilités de loisirs. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ces deux publicités. Les femmes ne sont pas en reste. Quand elles travaillent dans les années 80, elles sont souvent ce qu'on a appelé des OLE, donc les lettres OL qui représentent le mot Office Lady, un terme créé dans les années 60 pour désigner ces femmes qui travaillent dans les bureaux, donc à la base comme dactylo ou secrétaire, mais plus généralement après qui ont des emplois au même titre que les hommes dans les bureaux, un terme qui est un peu condescendant aujourd'hui, mais à l'époque, ce terme de OL représente un tiers des femmes, on trouve ces chiffres-là, un tiers des femmes qui travaillent dans les années 80 sont donc des employés de bureau. Et on voit ici une pub à nouveau pour la marque NEC, où il est écrit en haut Kotoba, qui veut dire les mots. Et donc voilà, l'intérêt de cette image, c'est de situer mon propos dans son époque grâce à une frange de toute beauté et de montrer que les femmes sont les clientes, enfin en tout cas sont visées par les publicités pour tout ce qui est traitement de texte, puisque les traitements de texte viennent remplacer les machines à écrire mécaniques. On passe de machine à écrire mécanique à un prolongement électronique. Et ce qu'elle tient dans les mains, en fait, s'appelle un wapuro. Alors, les wapuro, je retrouve mon papier. Le terme, en fait, wapuro vient de l'anglais word processor, raccourci et mis à la sauce japonaise. C'est un terme qui a été créé en 82. Et donc, comme je disais, c'est le prolongement de la machine à écrire, en ce sens que c'est un ensemble constitué d'un clavier pour saisir du texte, d'un écran pour le visualiser, d'une unité d'impression, d'une unité de sauvegarde sous forme de lecteur disquette et évidemment d'un logiciel embarqué de traitement de texte. Donc c'est un tout. Le wapuro, c'est cet ensemble un traitement de texte à l'intérieur et de quoi le sauver et l'imprimer. Le premier modèle sort en 78, c'est celui que vous voyez en haut à gauche. C'est le modèle JW10 de chez Toshiba. Et à ce moment-là, les seuls signes japonais qui sont gérés sur les ordinateurs, ce sont les katakana. On n'a pas tout le reste. Et les chercheurs de Toshiba mettent au point pour l'occasion, pour ce wapuro, un système de conversion de kana à kanji. C'est-à-dire que l'utilisateur tape en kana sur son clavier, sélectionne les parties qui doivent être remplacées par des kanji, et l'ordinateur va essayer de deviner le kanji le plus approprié pour cette phonétique. La difficulté, c'est que le japonais contient beaucoup d'homonymes. Pour une même phonétique, on peut avoir des mots de sens différents. Et donc, dans le wapuro de Toshiba, il y avait un dictionnaire intégré pour que la machine en fait sélectionne les kanji les plus appropriés, alors à la fois en fonction du contexte, des autres mots autour, et de la fréquence d'utilisation. Si un caractère revenait plus souvent, la machine avait tendance plutôt à sélectionner celui-là. Et on note dans le dictionnaire un répertoire de 54 000 mots et 8 000 noms propres, ce qui est déjà conséquent, auquel l'utilisateur pouvait lui-même ajouter plus de mots. Il pouvait rajouter encore 10 000 mots additionnels et 8 000 autres noms propres, puisque les noms propres ont des graphiques qui peuvent être vraiment très particulières. Et donc, c'était bien. Il fallait pouvoir rentrer soi-même des mots additionnels. Et voilà. Et pour finir la description, l'écran pouvait afficher 14 lignes de texte, chaque ligne faisant 32 caractères. Donc, ça vous donne une idée de la quantité de texte qu'on pouvait voir à la fois. Ensuite, d'autres marques sortent chacune leur modèle. On voit ici le modèle de Sharp en 79, le modèle Oasis de Fujitsu qui sort en 1980. Et plus tard, à partir de 85, des marques qu'on connaît mieux aujourd'hui, Sony et Casio, sortent également leur wapuro. Donc on a une dizaine de marques comme ça qui sortent les machines et qui régulièrement sortent des nouveaux modèles. Pour ce qui est de la saisie des caractères, alors on a plusieurs options. On peut taper au clavier, comme je vous disais pour le premier modèle là, de Toshiba.
des touches qui viennent de la machine à écrire, avec parfois des modèles expérimentaux. On a essayé certains claviers d'avoir les 2 pouces séparés pour faciliter la saisie. Bon, voilà, c'est pas ce que l'histoire a gardé, mais ça existait. Et on pouvait choisir de disposer aussi les touches selon soit les 50 sons du japonais, soit la disposition QWERTY standard. Une autre option pour saisir les caractères, c'est ce qu'on voit sur le 2e modèle, celui de Sharp. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas naturel pour les gens de taper sur un clavier comme nous. Disons que c'est naturel pour les dactylos ou les gens les femmes dont c'était le métier de taper à la machine. Mais pour répandre les wapolos dans la société, la plupart des gens, enfin les gens qui n'étaient pas dactylos, ne savaient pas du tout servir d'un clavier. Et il y avait une certaine appréhension du clavier. On trouve des vidéos faites par le gouvernement pour promouvoir. On voit toute une famille qui apprend à se servir du clavier. C'était un enseignement en soi. Et donc, pour pallier à cette appréhension du clavier, on avait un système de sélecteurs, en fait. Donc, au lieu de taper des touches, on sélectionnait sur cette grande planche les caractères adéquats. Voilà. Alors, donc, ça, c'est l'histoire des wapulos. Le problème, c'est que ces wapulos, pour faire le lien avec les caractères, n'étaient pas développés par des entreprises spécialisées dans le dessin de caractères. C'était des fabricants de wapulos, mais pas des fabricants de police de caractères. Et donc, il y a un gap, un hiatus entre les premières fontes qui sont disponibles sur ces machines, qui sont dans les logiciels de traitement de texte embarqués, et la qualité des fontes qu'on trouve par ailleurs dans tout le reste de la société, dans les livres, dans les magazines, qui sont en fait fabriquées selon une autre technologie qui est la photocomposition, basée sur la photographie. Je ne rentre pas dans le sujet puisque André va en parler après, et demain, Madame Yuki Akali aussi détaillera cette technologie. Mais sachez juste qu'elle atteint son apogée dans les années 80, donc à cette époque-là, on a beaucoup de variétés de caractères, beaucoup de qualités, sont vraiment très bien faits, avec beaucoup de... Voilà, il peut y avoir plusieurs graisses, etc. Et donc, on est vraiment contrasté avec ces machines Wapulo où le fabricant a fait un caractère tant bien que mal et n'est pas lui-même spécialiste du design de caractères. Ce hiatus a été noté par cet homme que je vous présente, qui s'appelle Hayashi Takao, en particulier dans une revue qui s'appelle Typographics T. Il a écrit un premier article en 82 et un autre en 88 où il explique justement ce que je viens de vous dire sur la différence de qualité entre les fontes des machines Wapulo et ce qui se passe dans l'édition par ailleurs. Il raconte d'ailleurs que dans son article de 88 sur l'année écoulée, il annonce le chiffre de 2,3 millions de Wapulo vendus au Japon, ce qui est vraiment considérable, parce qu'on est juste 10 ans après le tout premier modèle. Et donc, ils se sont diffusés à une vitesse vraiment surprenante. Et comme je vous disais, ne sont plus limités à l'usage purement professionnel, mais arrivent dans les foyers. Et n'importe qui peut utiliser ces machines dans la sphère privée. Donc, cette personne, Hayashi Takao, fait le constat que les qualités des fontes ne suivent pas la qualité des machines, puisque les machines, elles progressent, on rajoute des fonctions. Petit à petit, le traitement de texte qui était brut s'enrichit de fonctions qui fait qu'on peut mettre en page des documents, réellement faire du design. Et pour le coup, on n'a pas beaucoup de caractères pour le faire. Et donc, Hayashi Takao note que demande en fait aux créateurs de caractères de s'intéresser à ces nouvelles contraintes, de s'en emparer pour créer des caractères adaptés. C'est-à-dire plus de qualité, plus de variété, et adaptés aux usages contemporains que les gens pouvaient en faire. Cette personne est aussi intéressante dans l'histoire de la typographie japonaise parce qu'en plus de réfléchir à ces questions-là, il a fondé une fonderie de police de caractères qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle la fonderie Typebank. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Je vous fais son parcours brièvement. Il est né en 1937, il entre à 20 ans à l'université d'art Musashino, puis dans une agence de publicité où il apprend justement à utiliser les machines de photocomposition manuelle. Donc il commence à manipuler les caractères. Et à l'âge de 25 ans, il crée avec 3 autres hommes le groupe Typo pour la fabrication du caractère Typo-Su, dont André parlera, je pense aussi, et qui est un caractère fondamental dans l'histoire de la typographie japonaise. Donc il faisait partie de cette aventure-là.
Ensuite, il intègre un studio de design avec un autre designer de caractère éminemment important de cette époque, Kuwayama. Et on arrive donc en 1975 avec la création de cette fonderie Type Bank. Alors, la fonderie a publié un livre encore 10 ans plus tard, en 1985, qui fait référence parce qu'il est très complet. Il présente les spécimens des caractères, d'ailleurs avec tous les kanji contenus dans les caractères des fontes. Il y a aussi des textes des personnes impliquées dans la fonderie. Et il y a même une espèce de philosophie où moi je trouve que ça sonne un peu comme un manifeste de l'entreprise, chose qu'on voit rarement, j'ai l'impression, dans les spécimens de caractère de cette époque. Donc c'est une fonderie qu'on aurait aimé voir se développer jusqu'à l'âge actuel, mais son créateur, donc Aichi Takao, est décédé prématurément en 1994. Et la fonderie, les caractères existent toujours. Ils ont passé contrat avec Adobe, qui est quand même un des grands noms aussi du numérique. Et la fonderie a fini par se faire racheter en 2010 par Morisawa, qui est le mastodonte de la typo au Japon aujourd'hui, qui continue de distribuer les caractères. Mais il n'y a pas eu de nouvelles créations donc, après les années 90, malheureusement. Cette fonderie a publié certains caractères pour la photocomposition. Je vous en montre certains ici. On a donc le caractère Nau, que vous voyez ici, dans une variante Goshiku et Minsho. Vous commencez peut-être à être familier de ces termes-là. Une typo aussi de signalétique qu'on peut noter, le sign, qui était utilisé donc pour les chemins de fer. On voit là le nom des stations. Et les caractères de Monsieur Hajioka qui nous a raconté tout ça ce matin, donc ici le Komachi et le Ryokan. Ils sont aussi publiés par la fonderie Type Bank. En dehors de ces caractères de photocomposition, donc comme vous le voyez, c'est des caractères de qualité tout à fait qu'on pourrait trouver dans des livres aujourd'hui. En parallèle de ça, donc ils ont commencé à développer des caractères bitmap, donc des caractères pixels, et notamment en collaboration avec l'entreprise Hitachi qui faisait des Wapuro. Et donc la fonderie Type Bank a travaillé avec Hitachi de 80 à 85, c'est ça, pour produire une fonte embarquée dans le Wapuro de Hitachi, qui serait une fonte de qualité. Alors je vais présenter un peu maintenant le défi que représentent les fontes pixels. Pour entrer dans les détails techniques, si on veut fabriquer une police de caractères numériques, on a en gros ces deux moyens. À votre gauche, la possibilité de décrire les formes par des vecteurs, c'est-à-dire que la typo se base sur des calculs mathématiques. On a des points, des tangentes, les points sont aux extrémités des courbes, tout ça est très fluide. Mais si on n'a pas la possibilité d'avoir un écran avec une résolution suffisante, on va utiliser l'autre option, qui sont donc les fontes bitmap ou fontes pixels, en japonais dotto fonto ou bitomap fonto. Et on a donc une grille, en fait. Là, on voit les pixels matérialisés dans leur grille. Chaque pixel est soit noir, soit vide. Il n'y a pas là, blanc, en l'occurrence, ou vide. Il n'y a pas d'intermédiaire possible. Et si vous comptez, on est sur une grille de 16 par 16 pixels. Ce qui est un nombre très réduit de possibilités. Alors, selon la taille du caractère, on peut avoir différentes tailles de grilles. On voit ici, classé dans l'ordre japonais, donc de droite à gauche, une grille en haut à droite de 16 par 16, puis 24, 24, 32, 32, etc., jusqu'à arriver en bas à des résolutions, vous voyez, de 400, 400. Et on se rend compte que petit à petit, évidemment, les possibilités de placement des pixels se multiplient, et donc on a de moins en moins cet effet crénelé du caractère, qui est quand même l'essence de la fonte bitmap et qu'on voit très bien dans les résolutions plus basses. La plupart des Wapolo étaient en, il me semble, 24-24, il y a peut-être eu du 32-32 après, donc vous voyez, c'est quand même des caractères très, très pixelisés pour le coup. Voilà. Donc ça change radicalement la DOM, ce nombre de pixels. Je vous mets au défi de simplifier ce kanji-là qu'on voit sous forme de vecteur magnifique et très courbe à l'écran. De le simplifier dans une grille de 16 par 16 cases, c'est un véritable défi qui a donc été relevé par la fonderie Type Bank sur cette fonte. Voilà ce que ça donne. Je vous le refais. Donc ça, c'est la version vecteur, ça, c'est la version pixel. On pourrait faire un jeu où je vous mets des versions pixels et il faut retrouver pour les japonisants la version vecteur. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez, c'est celui-là.
Donc là, j'exagère un peu parce que je vous les montre en énorme, ce qui est évidemment pas le but, de les regarder en si grand. Vous les voyez en plus sur un écran. La vraie taille, ce serait plutôt des petits corps. Et donc là, on se rend compte qu'on arrive tout à fait à lire les caractères. Mais c'est ce que je trouve fascinant, en fait, dans ces caractères pixels, qui font des espèces de sculptures comme ça de pixels, c'est qu'il faut arriver à rendre le signe reconnaissable, lisible, avec le moins de moyens possible. On n'a pas beaucoup de possibilités de position de points, donc il faut, pour ceux qui, pareil pour les japonisants, si vous avez les dictionnaires électroniques, là, quand on change la taille des caractères, on se rend bien compte, là, plus on va petit, plus le caractère, ça devient une espèce de simplification à l'extrême. Voilà, moi je trouve ça vraiment très beau. Et alors, le processus de création de ces caractères pixels ou de caractères bitmap, idéalement, d'après Hayashi Takao, c'est l'idéal de partir d'un caractère de la photocomposition. Donc, on voit en haut à gauche, là, puis on descend le procédé, là, de haut en bas. On adapte ce caractère, on le passe dans la machine, dans notre grille là, ça doit être aussi peut-être 16 par 16. Et puis, on va allumer les points qui doivent être allumés, éteindre les points qui doivent être éteints pour essayer de coller au plus proche de la forme. On la sauve sur une disquette, on l'imprime, on teste, là en haut à droite, vous voyez. Et puis, on fait les corrections nécessaires et c'est un processus itératif. Donc, on va recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à la version finale, sauvegardée sur disquette. Voilà. Il y a un problème qui se pose avec la... Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec la création de fonds de bitmap, mais au niveau formellement, vraiment au niveau des formes en elles-mêmes, on a le problème de la taille des caractères, c'est-à-dire que donc, pour afficher si on était en vecteur, on pourrait agrandir ou rétrécir le caractère autant qu'on veut, mais pour les fonds de pixels, il faut en fait créer une nouvelle police pour chaque taille de corps de caractère. Donc ce qui nécessite pour une famille, en fait, pour un caractère, de faire plusieurs versions selon la taille. Ça, c'est une première chose. Il y a une autre contrainte forte qui est le matériel de sortie. Comme je vous disais, il y a des imprimantes embarquées dans les Wapolo, mais elles n'utilisent pas toutes la même technologie. On a des imprimantes laser, on a des imprimantes jet d'encre, on a des imprimantes thermiques, et elles ont toutes une façon d'imprimer les caractères qui est différente. Donc, il faut adapter en amont, penser la création du caractère et les formes de manière à ce que ça sorte de façon à, que l'imprimante se soit adaptée aux contraintes de l'imprimante elle-même. Donc on a ces deux choses-là à garder en tête. Une typo pour chaque taille de corps et en fait une typo pour chaque moyen de sortie. Donc pour un caractère, il faudrait un éventail assez large de collections de fontes. Au niveau formel, ici vous voyez que ces deux caractères n'emplissent pas de la même façon la grille. Le caractère de droite va jusqu'en haut et jusqu'en bas, alors que le caractère de gauche s'arrête un pixel au-dessus et en dessous. Parce que quand on dessine des caractères, ça c'est vrai dans la vie en général, pas que dans le pixel, les caractères doivent être équilibrés pour qu'optiquement ils aient la même hauteur tous. Et dans le cas des sinogrammes, dans le cas des kanji, plus il y a de traits, plus le caractère sera grand. Mathématiquement, pour que visuellement le tout fasse qu'on ait la même impression de hauteur. Et c'est le cas aussi du coup dans les fonds de bitmap, sauf qu'on a très peu de possibilités. En vecteur, on peut aller sur des choses très fines, faire le caractère un tout petit peu plus petit. C'est pas possible. En bitmap, c'est un pixel plus petit ou un pixel plus grand. On n'a pas trop le choix. Et donc c'est pour ça que le caractère de gauche là est plus petit. Pour que visuellement il ait l'air à peu près comme l'autre. Mais c'est un équilibre qui est encore plus dur à trouver, donc, puisqu'on a cette grille qui nous embête. De la même façon, évidemment, les courbes, là on voit bien sur le caractère de gauche que les courbes à faire avec des pixels, c'est quand même pas très pratique. C'est vrai dans l'alphabet latin, mais dans l'alphabet latin, avec quelques pixels, un A, on peut toujours s'en sortir. C'est autrement plus complexe avec les sinogrammes qui multiplient les traits et les courbes. Donc déjà arriver à faire des belles courbes en pixels, c'est pas évident. Et en plus de ça, si on parle de caractères mincho, qui sont des caractères avec un contraste, c'est-à-dire que les horizontales sont plus fines que les verticales,
On voit bien si vous regardez le caractère de droite, l'espèce de croix là en bas du signe, on a 1 pixel pour les traits horizontaux et 2 pixels pour les verticaux. Mais donc le contraste, à chaque fois, on est obligé d'augmenter ou de réduire d'1 pixel. On n'a pas tellement d'options entre. Donc un caractère qui est fait sur 16 cases de large, il va peut-être faire 2 pixels d'épaisseur, mais dès qu'on passe sur une grille de 24, il va falloir, ça va complètement bousiller votre contraste, puisque on est limité par cette grille. Donc voilà, ça c'est toutes les contraintes vraiment très fortes inhérentes au fond de pixels. En plus attendez, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Oui, bon voilà, là vous voyez bien qu'une courbe, c'est quand même plus facile quand on n'a pas à s'embêter avec des petites cases. Autre problème, donc, en plus de ces signes qui sont assez complexes, on a un problème de taille qui est le nombre de signes à produire. On l'a déjà dit dans les conférences précédentes, ce qui m'amène à vous parler un peu des codages et du nombre de sinogrammes. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, évidemment, mais c'est une question qu'on pose souvent sur le nombre quand on apprend le japonais ou quand on essaye de dessiner une police. On se pose la question du nombre de signes. Et le premier bloc qu'on a en tête quand on apprend le japonais, ce sont les Jōyō kanji, qui sont les kanji éducatifs. Il y en avait 1945 au début, enfin en 81, et il y en a un peu plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est les kanji qu'on apprend à l'école sur les différentes années. C'est les kanji qu'on apprend à l'INALCO. Évidemment, ces kanji ne suffisent pas à composer tous les textes du japonais. Alors, pour retracer un peu l'historique des codages du japonais, les choses commencent avec l'ancêtre des codages numériques qu'on utilise aujourd'hui encore, c'est l'ASCII, un mot que je pense que vous avez déjà entendu, qui a été créé dans les années 60 par les Américains pour justement définir une norme partagée entre les systèmes d'écriture. Le problème, c'est qu'il manquait beaucoup de signes, puisque c'était fait pour l'anglais, et donc chaque système d'écriture a dû ensuite ajouter ces plages personnelles, enfin compléter ce langage ASCII avec des plages dédiées à leur système d'écriture. Donc c'est ce que le Japon a fait. Ils publient leur premier complément ASCII en 1976, la norme JIS 6220 pour tout vous dire. Mais cette norme contenait uniquement les katakana, comme je vous disais, au début on n'avait pas les kanji, etc. Et le premier codage qui contient tout ce qu'il faut pour composé réellement du japonais, c'est donc celui qui arrive en 78, l'année du premier Wapuro Toshiba dont je vous parlais. C'est le codage JIS 6226 qui contenait donc 6349 sinogrammes. Il a été ensuite révisé plusieurs fois, en 83, 90, 97. Et en parallèle de ces révisions, on a ajouté d'autres plages, un deuxième codage, j'ai oublié la date, qui arrive et qui ajoute 5801 signes, oui, en 90, et un troisième codage qui ajoute encore 3685 sinogrammes en 2000. Donc on arrive à un total de sinogrammes assez conséquent. J'ai trouvé les chiffres pour d'autres pays qui utilisent aussi les sinogrammes. Le premier codage chinois en 81 se montait à 7445 signes, tout confondu. Je n'ai pas trouvé juste les sinogrammes, mais c'est toute la fonte confondue. Un codage très inspiré des japonais, puisqu'il contient même les kanas japonais. Et ensuite, on a Taïwan en 84, qui fait 13 053 sinogrammes, et qui arrive encore quelques années après avec 48 027 sinogrammes. Donc pour vous donner le spectre, on peut aller assez très loin. Ça vous donne une idée du nombre de caractères à produire quand on fait une police de caractères. Évidemment pas 48 000, mais quand même. Alors, comme les fontes sont autant sur les Wapuro et sur les machines de photocomposition, les fontes sont liées aux machines, autant avec le développement des ordinateurs personnels, les polices de caractères se séparent de leur support, elles deviennent indépendantes, on peut les installer sur un ordinateur et par l'intermédiaire de ces disquettes, on peut transporter des caractères d'une machine à une autre. C'est une révolution, puisque donc, comme je vous disais, à l'époque de la photocomposition, on a par exemple 3 fabricants majeurs, enfin 3 fabricants même, et on ne pouvait pas utiliser les fontes de l'un sur les machines de l'autre. C'était vraiment un tout. Donc,
avec le fait de pouvoir déplacer les fontes d'une machine à une autre, ça nous amène à réfléchir au droit d'auteur et à la protection du droit de ces fontes. Je reviens également à Hayashi Takao, puisqu'il a réfléchi à cette question. En même temps qu'il voulait créer des caractères numériques de bonne qualité, il a œuvré pour la protection des polices de caractères. Pour la typo latine, on a Charles Peño, je ne sais pas si ça vous parle, mais il avait créé l'ATIPI, qui est l'Association typographique internationale, en 1957, dans le but effectivement de promouvoir la typo et de protéger les caractères. Ça n'a pas très bien marché, en France à peu près, mais pas trop aux États-Unis. Mais bon, il y avait des initiatives en tout cas dans ce sens-là. Et Hayashi lui reprend ses idées. Dès 70, il est président du comité pour la protection des fontes et il restera à ce poste pendant 15 ans. Et en 90, il est membre du comité pour la recherche autour de la protection des fontes, donc à nouveau sur ces thématiques-là. Il expose le problème dans son article de 82, le problème suivant. Les fabricants de Wapolo prennent pour base des caractères de photocomposition, mais on peut appeler ça du plagiat, parce qu'en fait, en plus d'être de mauvaise qualité, selon ses dires, on n'a pas demandé l'avis des fabricants de composition. Donc, d'où la nécessité de protéger les fontes. Et en plus de ça, les Wapolo s'exportent en Occident, comme je vous disais, le Japon exporte massivement ses produits à l'époque, et il faut pouvoir tracer les droits d'utilisation des caractères latins qui seront aussi implémentés sur les machines, que ce soit donc une création personnelle du fabricant ou un partenariat légal avec un fabricant de police de caractères. Sinon, je cite Hayashi Takao, il dit « En plus d'une interdiction d'export de leurs machines, les Japonais s'exposent à être critiqués pour leur manque de culture et leur égoïsme. » Donc voilà, si on ne veut pas être target d'égoïste, il faut protéger les polices de caractère. J'approche de la conclusion. Là, c'est quelques exemples d'utilisation pour vous, parce que je vous parle des Wapolo, etc. depuis le début, mais c'est pas le seul endroit où on trouve les caractères numériques et les fontes pixels. Les caractères se répandent sur les ordinateurs, mais aussi dans la ville. On voit ici des affichages, l'affichage d'un train, l'affichage en gare des destinations, qui sont encore, ça c'est des images récentes d'ailleurs, ces deux images d'affichage de gare. Donc c'est une problématique qui court encore aujourd'hui, faire des beaux caractères destinés à une grille réduite. Les premiers mobiles, les premiers téléphones portables, et évidemment les consoles de jeux. J'ai mis la Game Boy, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler. Donc ces caractères ont vécu en dehors évidemment des Wapolo, et on les a trouvés dans toute la société, dans toute la ville. Je crois que j'ai encore une image, voilà, pour vous dire que les signes s'incarnent en des formes différentes, c'est ma conclusion. Les signes s'incarnent en des formes différentes selon les contraintes techniques, mais tout ça n'est pas une progression linéaire, et ces formes cohabitent les unes avec les autres. J'ai présenté le contexte et les logiques derrière les premières fontes numériques, mais en parallèle, d'autres formes modelées par d'autres contraintes techniques d'autres contraintes continuent d'exister. Et sur cette double page est un parfait exemple, je pense, puisqu'on a à gauche, c'est dans une revue typo, on a à gauche une pub pour la photocomposition, pour un caractère de machine de photocomposition, qui vante les mérites, en fait, qui présente ce caractère comme hérité du plomb, avec les mêmes qualités qu'un caractère mobile en plomb. Donc on a déjà deux technologies en une, et en face, on a l'édito du magazine qui annonce les premières fontes pixels. Donc on voit vraiment les trois technologies de la typographie qui cohabitent sur cette double page, et on a souvent tendance à présenter l'histoire des techniques, on peut avoir tendance à présenter, moi là je me suis focalisée sur juste un morceau, mais tout ça cohabite et tout ça évolue, tout ça s'influence l'un l'autre, évidemment. Et j'aimerais conclure cette présentation par un extrait de film fait a priori, je crois, par le gouvernement japonais, enfin une instance en 1988. Le film s'intitule « Computa no Rio Kangaeyo », ce qui veut dire « Pensons l'usage des ordinateurs ». Et avant de vous faire entendre l'extrait original, je vous traduis ce que dit la bande-son, à la fois prophétique et toujours d'actualité d'aujourd'hui. Donc ça dit « À l'approche du XXIe siècle et avec les progrès technologiques, les ordinateurs deviendront encore plus pratiques et faciles à utiliser. Cependant, peu importe à quel point les ordinateurs se perfectionnent, ce sont nous, êtres humains, qui les manipulons. » Je vous passe l'extrait. 21世紀に向かって技術が進歩すると
コンピューターは今以上に便利で気軽に使えるようになるでしょう。しかしコンピューターがどんなに進歩しても使うのは私たち人間です。誰もがコンピューターの正体を正しく把握し、自信を持って使いこなせるように努力したいものです。Et voilà, je vous remercie.